publié chez Éditions Exergue, chez Groupe Trait Daniel, La chute des maîtres, l'éveil de l'humanité. Vous avez déjà publié entre 40 et 60 ouvrages. Vous êtes un médecin, vous avez été médecin pendant 25 ans, et puis un jour, vous avez quitté l'ordre des médecins parce que vous allez vous préoccuper des médecines non pas alternatives, mais des médecines complémentaires. Et un tiers de vos bouquins concernent la médecine et les deux tiers restants, ben, c'est plutôt les médecines complémentaires et les chemins de guérison. Voilà. Mais là, nous sommes sur un roman et un roman qui frise la science-fiction. Alors, je me dis, quand je lis en quatrième de couverture, l'humanité n'a pas conscience qu'elle est manipulée. Je me dis, est-ce que par hasard, Luc Baudin n'utiliserait pas le style roman pour voir science-fiction, pour lui permettre d'être prophétique, un peu comme Orwell, sans être accusé de complotisme? Alors, Vous savez, c'est sûr que je me suis toujours intéressé depuis des années à tout ce qui est euh, histoire secrète et tous ces éléments de géopolitique cachés derrière ce qu'on nous montre dans les médias. Et je me suis amusé. Je me suis amusé dans ce roman à construire une histoire à partir des différents éléments que j'ai pu rassembler. Après ça, chacun pourra lire ce qu'il veut. Ça peut être un roman distrayant, agréable, etc. Il y a aussi, on peut se poser la question, et si c'était vrai? Et puis la troisième question, c'est, j'ai voulu aussi à travers les principaux acteurs de ce roman montrer, positionner les personnes dans des situations où ils peuvent mettre en place des pensées, je dirais, plus spirituelles. Parce on dit c'est gentil, il faut écouter les synchronicités, travailler dans l'amour, travailler dans le partage, etc. Mais tout ça sont des grandes théories. Et dans le roman, j'ai voulu le montrer des exemples pratiques pour que tout le monde puisse s'y retrouver. votre roman commence à Bugarache. Alors, Bugarache, tout le monde sait que on a vu des soucoupes volantes. Et j'ai l'impression que vous avez beaucoup lu Robert Charroux et les mystères de la collection noire de chez Lafon. Parce que la question qu'on peut se poser, c'est quel est le rôle des mythes et des connaissances cryptées dans la conservation des sagesses authentiques Eh du oui, passé jusqu'à notre époque? Il y a des hypothèses d'anciennes civilisations, d'anciennes technologies, des artefacts. J'aimerais que vous nous en parliez un petit peu. oui, ben, vous savez, je rejoins ce que disait Cocteau, on dit, quand il l'a annoncé, quand il étudiait l'histoire, plus il s'apercevait qu'elle était fausse, et quand il étudiait les mythes, et plus il s'apercevait qu'ils étaient justes. Et donc, comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai toujours été passionné par tout ce qui est mythologique, légendaire, mais aussi tout ce qui est, il y a aussi ce qu'on appelle maintenant les zooparts, les out place artifacts, c'est-à-dire tous ces objets qu'on a découverts qui ne devrait pas être là. Alors Par plein, exemple, par exemple, par exemple, ben, il y a un pilier impressionnant à Delhi, où il y a un pilier de fer, on ne sait pas d'où il vient, et il est là depuis des années. Il y a une machine, je vais écorcher le mot, mais c'est anti-cède ou je sais plus quoi, c'était anticitaire, anticitaire. anticythère, voilà, merci de m'aider, et qui montre aussi un mécanisme qui est impossible a priori pour l'époque, et des connaissances impossibles. Il y a la carte de Piri Reis, il y a beaucoup de choses, et là, moi, j'ai été aussi encore souvent du côté du Pérou, de la Bolivie, de l'Égypte, et on voit mais des constructions qui sont extraordinaires, et on voit et qui sont des pharaoniques, des constructions énormes, des pierres de plusieurs tonnes qui sont placées les unes contre les autres. On pourrait même pas glisser une lame de couteau entre chaque. Et ils sont construits dans des hauteurs extraordinaires. Il y a Göbekli Tepe qui a remis complètement en cause toute l'histoire de l'humanité et qui remonte à 10 000 ans. Il y a aussi une pyramide qu'on aurait découvert en Indonésie et qui daterait de 40 000 ans. Et c'est pas moi qui le dis, ce sont les archéologues eux-mêmes qui l'annoncent. Donc, si vous voulez, ça montre on a un vaste champ devant nous qui est encore à explorer, et chacun y va un petit peu
de sa théorie, de ses explications, etc. Donc, comme je dirais vulgairement, il y a du boire et du manger, il y a du vrai, il y a de l'imaginaire, et ben, je me suis livré dans mon imaginaire à un montage qui pourrait être vrai, peut-être. On parle quand même des maîtres qui manipulent l'humanité. Oui, tout à fait. Bah, c'est-à-dire, c'est que il n'y a pas besoin d'être grand sire en Espagne pour savoir que bah, quand les grandes entreprises eh ben, ne veulent qu'une seule chose, c'est faire des bénéfices et devenir de plus en plus grosses. C'est le principe depuis des années. Moi, j'avais revu tout dernièrement le film avec Patrick Devers, 1000 milliards de dollars, et donc il montrait bien que déjà à l'époque, il y avait le nombre de grandes nations, de grandes multinationales qui devenaient de plus en plus petites. Enfin, le nombre était de plus en plus petit et tenait à plus en plus de pouvoir. Donc, il est évident que toutes ces multinationales et d'autres, sans doute derrière, qu'on ne voit pas, parce que je pense que les véritables pouvoirs n'est pas très visible et il y a souvent un petit peu des pantins qui servent un petit peu d'image et d'occuper un petit peu les esprits je pense que ceux qui dirigent véritablement les marionnettistes, je dirais, sont vraiment cachés, sont derrière tout ça et ils ont bien raison. Est-ce que vous pensez qu'un discernement spirituel permettrait de repérer les élites autoproclamées et les maîtres qui devraient chuter, d'après votre Mhm. ouvrage? Vous savez, moi, je ne travaille pas dans la rancœur, ni dans la rancune, etc. Moi, je place encore à un autre niveau. D'ailleurs, j'en parle un petit peu dans cet ouvrage, c'est me disant, si la vie m'a mis ici, si j'ai choisi de vivre cette vie, c'est qu'il y avait une raison. J'avais quelque chose à y apprendre. Donc, de se retrouver, se mettre dans l'opposition, dans la haine, dans le combat, c'est pas mon truc. C'est plutôt de me dire, si on veut monter quelque chose de différent, ok, ne nous mettons pas dans la révolution armée, je veux dire, mais créons quelque chose de nouveau, et à travers ce quelque chose de nouveau, si c'est vraiment bon, ça va se développer. Et à ce moment-là, l'ancien monde va tomber de lui-même. C'est un peu ce qui se passe aussi au niveau du roman. Donc c'est pas, je prêche absolument pas la haine, la violence, etc. Parce que la violence, tout ça, ça amène la violence, la haine, de se dire on est gouverné, oui, mais il y a toujours, même dans une entreprise, on a un supérieur, même nous, on a un gouvernement à qui il faut suivre les lois, etc. Donc c'est pas quelque chose de nouveau. Donc il faut Et plutôt essayer de regarder les choses différemment, d'une manière plus positive. vous parlez de la tâche, d'une certaine manière, de la tâche d'huile spirituelle, c'est-à-dire quand vous dites il suffirait de que 53 millions de gens arrêtent la guerre pour que l'amour se développe sur la planète. Ce 53 millions, vous l'avez trouvé où? Là, c'était un chiffre là, c'était complètement utopique comme chiffre, je suis bien d'accord. Je fais dire, si je me souviens bien, c'est même l'IA qui a donné ce chiffre-là dans le roman. Donc, tout ce que je sais, je n'ai pas le chiffre, justement, mais tout ce que je sais, c'est avec le phénomène de Maharishi, comme on l'appelle, eh bien, on sait un petit groupe, avec un petit nombre de personnes, plusieurs millions probablement, s'ils sont animés par une même pensée, pensée positive, pensée d'amour, etc., sont capables de changer le paradigme, la vision de l'humanité. On a eu des exemples qui ont été faits sur des populations limitées, comme des villes. Donc un petit groupe qui était dans la méditation, qui était dans la prière, etc. Ceux qui travaillaient sur une ville, eh bien on a vu qu'il y avait moins d'accidents, moins d'hospitalisation, d'agressivité, etc. Donc il y avait une répercussion. Donc c'est un peu sur cette base-là que je suis très optimiste aussi pour l'avenir. Alors justement, puisque vous avez été médecin et que vous avez découvert que le corps peut s'auto-réparer, est-ce que on peut faire une transposition sur la société? Est-ce que la société pourrait l'être aussi? Et si c'est le cas, sur quelle base de transition elle pourrait reposer une nouvelle civilisation, d'après vous? Je pense que de toute façon, on est en train de... L'humanité traverse euh,
traverse un petit peu les phases de son évolution. On est passé de sa naissance, je dirais, d'une phase balbutiante où on aurait été un peu des bébés, où on apprenait un petit peu à se bagarrer, etc. Aujourd'hui, on est un peu à la phase de l'adolescence, où on est en train de se mettre en révolution contre tout, ni Dieu ni maître. Vous savez, c'est un peu tous les facteurs qu'on découvre. Et je pense que bon, on va arriver avec une certaine maturation. Parce que je suis pas d'accord avec les personnes qui disent l'histoire est un éternel recommencement, un cercle. Et moi, je ne suis pas d'accord sur cette vision. Je dis que c'est pas un cercle, c'est une spirale. C'est une spirale, c'est qu'on repasse par des points super, mais on est toujours sur un autre niveau. On avance toujours à un autre niveau. Et je pense que à partir du moment où les personnes vont commencer à ouvrir leur esprit, à ouvrir leur conscience, à ouvrir leur cœur, eh bien, on s'apercevra que, en fait, moi, j'avais fait un tour du monde il y a bien longtemps avec mon sac à dos sur le dos, et quand je suis revenu, je me suis dit, qu'est-ce qu'il me reste de ce tour du monde où j'ai vu des tonnes de population, des sites merveilleux, etc. La chose que j'ai vue, eh bien, c'est qu'en fin de compte, tous les peuples de la terre n'aspirent qu'à une seule chose, c'est vivre en paix, vivre heureux, avoir de quoi manger, être avec sa famille autour, de pouvoir avoir tout le monde en santé, et que le voisin soit Pierre, Paul, Jacques, et quelle que soit sa couleur de peau ou sa religion, on s'en fiche, tant qu'on est en paix. Merci Luc d'avoir répondu à mes questions. Bravo pour cet ouvrage qui est d'une certaine manière, je le qualifie de nouveau matrix littéraire, qui ressemble fort à une prophétie auto-guérisseuse pour tous ceux qui seront au bon moment, au bon endroit.